Monsieur Gamal Abina, comment expliquer cet acharnement contre la Fédération de Russie? La Russie devrait-elle craindre ces menaces, mais également ces sanctions à venir contre elle? Ou bien, Eh bien, simplement, bon, l'acharnement s'explique simplement pour des raisons à la fois géoéconomiques, on dira, géopolitiques, parce qu'il y a effectivement une nouvelle guerre froide qui vient d'être déclarée à la suite de cette guerre qui a démarré. Alors, il faut être très clair, les guerres doivent être condamnées, quelles qu'elles soient. Je vais même encore plus loin, il est inadmissible qu'un pays envahisse un autre pays, le bombarde, alors que ce pays est reconnu par le droit international. Il est inadmissible qu'une puissance aussi grande avec autant d'argent massacre un peuple, et je parle bien sûr, évidemment, si on respecte le droit, de l'Arabie par rapport au Yémen. Ça, bizarrement, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Arabie bombarde le Yémen tous les jours, et tout le monde s'en fout. Là, on n'a pas intervenu, on ne fait pas de sanctions, on continue à armer l'Arabie contre les Yéménites. Et là, du côté russe, par contre, ça pose problème, évidemment, parce qu'ils ne sont pas sur la même ligne. Alors, il y a des choses qui ont été dites tout à l'heure, je suis obligé malheureusement d'intervenir pour corriger deux, trois trucs. J'aime beaucoup Linda, elle a des analyses intéressantes. Par contre, il y a quelques petites erreurs. On ne peut pas dire que le drapeau ukrainien, même si beaucoup de dirigeants israéliens viennent d'Ukraine, et les couleurs d'Israël et des nazis, ça ne veut rien dire. Le drapeau ukrainien, c'est du bleu et c'est du jaune, ça correspond effectivement, puisque c'est le grenier à blé de l'Europe, à la couleur de l'Ukraine, à savoir le ciel bleu et les champs de blé. C'est ça que ça représente. Donc c'est un ciel bleu au-dessus des champs de blé. Et il n'y a pas de couleur jaune chez les nazis, désolé, mais les nazis ont trois couleurs. C'est le bleu, le rouge et le noir. C'est les couleurs du drapeau de l'Allemagne, de l'Empire allemand, qui sont devenus le drapeau nazi. Donc il faut faire attention à ce qu'elle dit, parce que je comprends l'empressement, je comprends qu'on ait un petit peu la colère par rapport à ce qui se passe, et c'est une colère légitime, là, je le reconnais parfaitement à Linda, mais il faut faire attention à ne pas trop dire d'erreur, parce que c'est une erreur qui est malheureusement manifeste. Ça ne peut pas être le drapeau israélien, simplement parce que ça a été créé en 1918, le drapeau ukrainien. Ça préexiste avant la création d'Israël de 47-48, donc c'est pas possible. Simplement, juste pour essayer un petit peu de calmer le jeu et d'expliquer qu'on a des gens en face de nous, je parle des Occidentaux, qui ont des intérêts. Alors, ils se battent entre eux, ce ne sont pas des alliés. L'Amérique, qui a ramassé toute la mise militaire, c'est elle qui fait de l'argent. Elle vient de vendre 100 milliards de dollars à l'Allemagne. Elle va vendre des armes à l'Ukraine de façon quasiment illimitée pour endetter le pays éternellement. Et cette Amérique voulait casser l'Allemagne. Et pour casser l'Allemagne, il fallait casser l'axe à Berlin-Moscou, qui était très très bien établi, qui était sain depuis que la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée. Et il ne faut jamais oublier que Poutine parle allemand couramment. Donc, parler avec des Allemands. Il ne faut pas oublier que Gerhard Schröder, par exemple, était très proche de l'Allemagne et qu'il participait à Gazprom. Il ne faut pas oublier que les rapports d'État à État sont des rapports d'abord de prédation, d'argent et de volonté de vouloir voler l'autre. En gros, c'est ce qui se passe depuis les colonisations. Et donc, cette guerre n'est pas une guerre seulement pour des questions idéologiques, même s'il n'y avait pas vraiment de problème avant cette guerre entre la Russie et puis le reste de l'Europe. C'est une guerre pour des questions financières et pour des questions de positionnement géostratégique. La Russie a démontré, lorsqu'elle est intervenue au bout de 8 ans de vacation, quand même, c'est pas 3 jours, elle a démontré qu'elle ne laisserait plus faire. Elle a démontré effectivement, pour prendre le monde à témoin, que l'Occident était prédateur et qu'il a poussé jusqu'au maximum de ce qu'elle pouvait accepter, à savoir la provocation sur ses frontières. Je parle de l'OTAN. La Russie a démontré qu'elle pouvait mettre un stop et dire au reste du monde, à prendre un témoin, regardez ce que fait l'Occident. Voilà pourquoi est-ce que j'agis, c'est parce que le néocolonialisme, l'impérialisme, cette prétention à s'imaginer qu'ils peuvent toujours écraser tout le monde, ne fonctionne plus. Elle a rappelé, avec des discours que j'ai entendus de Poutine très récurrents, que la Libye a été rasée, sans mandat de l'ONU, il ne faut pas l'oublier, que la Syrie a été grande partie détruite, pour ne pas dire entièrement, que l'Irak a été rasé, c'est un des pays les plus importants. Alors pour le monde musulman, et ça Linda le comprendra très bien, deux grandes nations, entre guillemets, historiquement pour l'islam, c'est la Syrie et l'Irak. C'était les deux grands berceaux des premiers califats, ont été détruits. Donc pour le monde musulman, ça a une symbolique très forte. Et la Russie, évidemment, comprend parfaitement que l'Occident a un problème avec elle depuis toujours. C'est pas d'hier, effectivement. Même du temps du tsar, il y avait quelques tensions, mais là, ça s'est accéléré. Donc Poutine, qui n'est pas tout seul, il y a un peuple derrière lui, il y a des dirigeants, il y a des militaires, sont tous d'accord pour dire qu'il fallait stopper la progression de l'OTAN et stopper cette agressivité permanente. Après, il y a l'autre question qui vient se poser, c'est la question des ukro-nazis, ça a été évoqué par notre invité. Et donc la question des ukro-nazis, ça veut dire quoi? Ça signifie que des gens en Ukraine, et c'est contre toute la logique historique, se réclament de cette race et ont décidé de prendre les armes contre les Russes. Et on se souvient avant Maïdan, même, qu'il y a eu des tueries à un moment donné, la fameuse maison rouge des communistes qui a été brûlée vive littéralement, avec des gens qui se jetaient par la tête et qu'on massacrait au sol. On se souvient des bombardements récurrents sur la région du Donbass, évidemment. On se souvient quand même, et c'est plus grave, que la dictature qui s'est installée, parce qu'il faut parler de dictature,
qui a interdit à un dirigeant qui était élu de continuer à exercer son pouvoir en prenant par la force le pouvoir. Et on se rappelle évidemment de Loukachenko, on se rappelle évidemment de cette fameuse égérie de l'Occident, toute teintée d'ailleurs, toute fausse blonde, qui était, qui était l'ancienne égérie, je ne me rappelle plus de son nom, et qui a trempé dans les affaires de corruption. Ils ont tous trempé dans les affaires de corruption. Et ben, on se souvient que ces gens-là ont cassé l'État russe, l'État ukrainien plutôt, et ont fait une loi qui est quand même une loi extrêmement grave. On est vraiment dans la russophobie. Une loi pour interdire de parler la langue naturelle des Ukrainiens qui parlent le russe. Donc, ils ont interdit le russe. Donc, tout ça, ça a été des provocations multiples, parce qu'on parlait des bombardements, évidemment, 13 à 15 000 morts, des provocations qui ne s'arrêtaient pas, avec un pouvoir qui, et il faut le rappeler quand même, au départ, Zelensky n'est pas anti-russe, est poussé à être anti-russe pour arriver à ce qu'il y ait une guerre civile. Alors, il n'y a pas eu de guerre civile, du moins pas une guerre civile ouverte de grande échelle, mais tout de même. Et lorsque les Russes interviennent, ils le font pourquoi? Pour dire, vous n'avez pas respecté les accords de Minsk, vous n'avez pas respecté le fait qu'il fallait faire un État fédéral et qu'il fallait protéger les populations les plus fragiles. Nous intervenons parce qu'il y en a assez. Donc ça, c'est l'explication de texte. Après, ce qui se passe, vous avez posé la question de savoir est-ce qu'on va dégrader la situation, est-ce qu'il va y avoir une guerre de plus grande ampleur? Non, ce qui se passe, c'est que les Russes ont effectivement, à la suite de provocations assez extraordinaires, surtout à la suite d'une contre-offensive qu'ils n'attendaient pas, les Russes ont été surpris par cela, on dit, bon, on va montrer qu'on ne s'amuse plus, on va répondre. Alors, il faut rappeler quand même que la réponse a été extrêmement, quoi qu'on en dise, mesurée. Même si la propagande des chaînes de télévision occidentales nous parle de massacre de masse et tout, c'est faux. On regarde bien les images, on voit bien que les Russes ont frappé des cibles extrêmement précises pour dire aux Ukrainiens, nous savons frapper de façon précise à 1 mètre près. Ils ont donc frappé, il y a eu 83 missiles tirés la nuit de 6h à 7h du matin et non pas en pleine journée. Donc l'explication, c'est qu'ils ne voulaient pas tuer de population massivement, ils ne voulaient pas massacrer la population, ils voulaient dire on frappe où on veut quand on veut. Et ça explique quoi? C'est pour dire, vous croyez que nous sommes faibles? Eh bien, nous vous démontrons que nos frappes sont précises, extrêmement minutieuses et qu'on peut les faire quand ça nous chante. Parce que le ciel appartient à la Russie. Parce que l'Ukraine a été littéralement balayée dès le premier jour. Parce que les usines d'armement, l'Ukraine était un des plus grands pourvoyeurs d'armes au monde, il ne faut pas l'oublier, eh bien, ont été immédiatement détruites et neutralisées. Donc aujourd'hui, on est sur une position où les Russes ont montré la force qu'ils voulaient montrer, de façon malgré tout mesurée, même si on n'aime pas la force, évidemment. Et aujourd'hui, moi, j'ai à cœur de dire une chose, je vais être sincère par rapport à ça, c'est qu'on a tout à l'heure parlé de l'assassinat terroriste de Daria Dugina. De Daria Dugina qui s'appelait, en termes journalistiques, Daria Platonova. Nous devions faire la dernière émission ensemble le jour de son assassinat. Et malheureusement, Jérôme nous a appris qu'elle n'était pas là parce qu'il l'avait tuée. Cette femme, je ne partageais pas forcément beaucoup de choses avec elle parce que c'était une ultranationaliste qui était un peu proche des mouvements d'extrême droite, mais elle avait au moins le courage de ses opinions. Et de l'autre côté, quelle bassesse que d'assassiner une femme pour ses idées. Ça, c'est intolérable et ça, je ne défends pas. Je ne peux pas être d'accord sur les idées ultranationalistes, mais je n'accepte pas qu'on les tue et qu'on les assassine. Et pour ce qui la concerne, effectivement, elle a été tuée devant son père. Les Russes ont dit à ce moment-là, quand ils ont eu une action terroriste près de Moscou, que ça ne resterait pas impuni. Et il va y avoir des conséquences. Alors j'ai envie de dire aujourd'hui que je pense au peuple ukrainien qui souffre inutilement, alors qu'il y aurait pu y avoir une négociation que Poutine propose d'ailleurs depuis tout le temps, et on pourrait en arriver à s'arrêter à ce maintenant. Malheureusement, le type qui est au pouvoir en Ukraine ne pense qu'à lui, c'est un égoïste, c'est un barbare. Il croit en plus qu'il va gagner la guerre, qu'il n'y a aucune chance de victoire, et il est en train d'exposer sa population inutilement à des morts qui n'en finissent plus, uniquement par arrogance, une fois de plus. La même arrogance qu'on a observée pendant une semaine quand les Occidentaux ont cru que l'Ukraine avait fait une contre-offensive qui allait écraser la Russie. Enfin, vraiment, c'est un monde de fous. La Russie est la première puissance conventionnelle au monde. L'Ukraine, c'était la 27e puissance militaire conventionnelle. L'Ukraine n'existe plus en termes de force militaire. Aujourd'hui, on donne des armes pour faire de l'argent sur le dos des Ukrainiens. Ce pays va avoir un endettement qui n'en finira pas. Et surtout, il y aura beaucoup d'Ukrainiens qui vont mourir inutilement pour un combat perdu d'avance. Dernier chiffre important, 10 000 morts dans cette contre-offensive du côté ukrainien, quasiment pas du côté russe, parce qu'ils se sont retirés malgré tout. Eh bien, l'offensive russe qui va bientôt arriver, c'est à peu près sûr, va être extrêmement violente et cinglante vis-à-vis des forces armées ukrainiennes et malheureusement touchera des civils. Mais tout cela a été organisé de telle sorte que, évidemment, les Occidentaux tirent leur épingle du jeu en gagnant très bien leur vie. Oublions pas le discours qui, pour finir mon propos, oublions pas le discours qui a été tenu par M. Biden, qui est un petit malin, comme tous les autres Américains en règle générale. Il a dit, il menace faussement la Russie en disant, si vous touchez un pays de l'OTAN, nous intervenons, donc ils n'interviendront pas, parce que les Russes n'attaqueront pas un pays de l'OTAN. Et Poutine a répondu à ce discours, si vous frappez à nouveau la Russie, parce qu'ils ont frappé le pont d'Ukraine, qui est maintenant un pont ukrainien qui reliait effectivement l'Ukraine à la Crimée, donc ils ont frappé la Crimée, eh bien, Poutine a dit la Crimée est russe. Si vous touchez à nouveau la Crimée, c'est que vous toucherez la Russie et vous paierez très cher. Aujourd'hui, la donne est très claire. De chaque côté, tout le monde sait jusqu'où il peut aller. Et ceux qui vont être vraiment les victimes de cette guerre seront uniquement les Ukrainiens, malheureusement, qui aujourd'hui
se manifestent par des actions terroristes parce qu'ils n'ont pas les moyens militaires d'intervenir. Donc c'est ce qu'il faut retenir et c'est dommage parce que ces morts inutiles, une mort est une mort de trop, ces morts utiles auraient pu être évitées si on avait à la tête de l'Ukraine un homme un peu plus sérieux que ce clown qu'on a actuellement qui continue à délirer complètement en s'imaginant une victoire possible alors qu'il est déjà perdant. Afrique Média. Le monde, c'est nous.